Mesdames et messieurs, bienvenue sur la télé-école, la chaîne 100% éducative. Vous êtes sur le plateau de Science Tech, qui est l'émission qui aborde tous les sujets scientifiques et technologiques. Aujourd'hui, nous abordons la thématique technologie financière, communément appelée FinTech. Donc, c'est une thématique où on entend beaucoup parler, mais on n'a pas beaucoup d'informations là-dessus. C'est pour cela que j'ai choisi cette thématique pour cette semaine-là. Je reçois un invité qui va nous accompagner pendant ces 30 minutes-là pour que nous puissions avoir plus d'informations sur la thématique. Il s'agit de monsieur Lionel Patrick Doko. Bonjour, monsieur. Bonjour. J'espère que vous allez bien. Très bien. Merci d'avoir accepté l'invitation de la télé. C'est moi. C'est un plaisir de vous recevoir. Alors, monsieur Patrick Doko est un ingénieur développeur senior. Il est aussi consultant à la CBAO et formateur en IT. On doit préciser qu'il est marié et papa d'une belle petite fille. Merci pour la précision. J'espère qu'elle nous regarde depuis Elle la va maison. vous regarder. Ah, d'accord. Super alors. Alors, comme je vous le disais, aujourd'hui, nous parlons de technologie financière et on va pas tarder, on va rentrer directement dans le vif du sujet. Poser la première question. Qu'est-ce que c'est que la technologie financière et quelle a été son évolution jusqu'à aujourd'hui? Déjà, merci pour cette invitation. Merci Je vous pour en cette prie. opportunité que vous m'accordez de pouvoir m'adresser à vos multiples téléspectateurs. Vous l'avez dit, hein, c'est un sujet, on en parle, mais parfois on n'arrive pas à poser les mots qu'il faut dessus. Effectivement. Quand on parle de technologie financière, on fait référence à un ensemble d'innovations technologiques qui ont pour but de faciliter les services financiers, de faciliter l'accès et même la divulgation des services financiers. D'accord. Dit comme ça reste encore un peu Abstrait. abstrait. Oui. Aujourd'hui, on a deux grands domaines. On a la technologie, un ensemble d'outils, de méthodes, d'approches scientifiques. Et on a la finance, les services financiers. Comment est-ce que on fait bouger de l'argent? Comment l'argent part d'un point A à un point B? Comment on peut le sécuriser? Oui. Et donc, c'est lorsqu'on met ces deux éléments ensemble qu'on parle de technologie financière. Le but étant de faciliter tout ce qui est service, tout ce qui est accès aux finances par les utilisateurs. D'accord. Donc, si on va au côté évolution, dès que la technologie a apparu, on va dire qu'il y a eu la FinTech directement. Alors, il faut dire que technologie et finance étaient là depuis le départ. Oui. Sauf que au fur et à mesure, c'était après séparé. Donc, la finance était là et les outils qui étaient développés aidaient beaucoup plus les financiers dans leur travail. D'accord. Maintenant, les fintech vont venir être là pour la technologie lorsqu'elle va venir permettre à ces financiers de proposer leurs services à des clients. On va avoir cette jonction-là, cette jointure, et on verra ça au fur et à mesure. Les deux domaines étaient là, mais au fur et à mesure qu'il y a eu des innovations technologiques, on s'est posé la question comment ça peut aider le secteur de la finance et comment ça peut faciliter l'accès aux services financiers. C'est de là qu'est née en fait la fusion justement fintech, comme disent les anglo-saxons. Intéressant, c'est vraiment intéressant. La deuxième question, on parle aussi des technologies. On dit comment la technologie a-t-elle transformé les services bancaires et les transactions financières? Comment elle les a transformés? Alors, drastiquement. Ah, ça, c'est sûr. Drastiquement. Pour cela, on est dans un cadre pédagogique. Je vais beaucoup plus utiliser des images. Et la première image qui me revient, c'est celle de ma propre maman. J'ai mon frère aîné qui a fait ses études ici. D'accord. Et à la fin du mois, il devait recevoir, son virement mais j'ai toujours le souvenir que c'était un moment stressant pour ma maman parce que il fallait qu'elle se lève tôt, qu'elle aille à la banque pour retirer son salaire. Ensuite, qu'elle aille au niveau de la société pour faire le transfert, qu'elle fasse la queue, qu'elle puisse s'enregistrer, qu'elle puisse faire le transfert. Il fallait que mon frère à ce niveau, du moins, il fallait qu'elle lui envoie le code. Il fallait que lui, il se lève, qu'il puisse aller. C'est du temps parce que trop d'étapes. Il y a énormément de temps. Le parcours, il est difficile. Le temps, il est perdu. Et parfois, c'était pas toujours sécurisé parce que lorsqu'elle partait prendre, il y avait le risque de se faire voler, etc. Aujourd'hui, avec les différents services que propose la FinTech, justement, on a drastiquement réduit ce temps-là. Aujourd'hui, simplement à partir de son smartphone,
La maman qui se situe, que ce soit ici à Dakar ou à Kaolack ou à Ziguinchor, il suffit simplement qu'elle ait son smartphone, sa connexion, et elle peut faire des transactions, non seulement dans le Sénégal, mais au-delà du Sénégal et en quelques minutes. Un gain de temps, un gain de productivité, de sécurité énormément. Et ce n'est qu'un seul petit exemple parmi tant d'autres. Déjà, ça, déjà, l'exemple que vous avez pris, il nous montre clairement la grosse différence. On voit vraiment une transformation parce qu'il y avait trop d'étapes et aujourd'hui, c'est un peu plus simple. C'est beaucoup plus simple, en tout cas. En tout cas, ça fait plaisir l'exemple était bien choisi. Merci. Quels sont les avantages et les inconvénients du paiement numérique? Les avantages, le premier avantage, on va avoir la rapidité. La rapidité parce que aujourd'hui, lorsque je prends simplement le mobile money pour rester en Afrique et particulièrement au Sénégal, lorsque nous prenons le mobile money très rapidement, en instantané, vous pouvez faire une transaction. Effectivement. Vous gagnez en temps, mais vous avez aussi la notion d'inclusion. Peut-être certainement on reviendra dessus parce que avant, les services financiers ou bancaires étaient réservés un peu à une élite. Et les banques avaient du mal à aller chercher finalement ces clients-là parce qu'il y avait un certain nombre de barrières. C'est vrai. Ces barrières-là, les fintechs, principalement qui sont dans le mobile money, dans les transferts d'argent, viennent mettre un coup de pied dans la fourmilière pour récupérer ces clients. Aujourd'hui, le paiement de factures et même tout est facilité par donc ça c'est un gros avantage à ce niveau. Le suivi aussi parce qu'avec différents outils, on a la possibilité de voir où est-ce que va mon argent. Maintenant, en termes d'inconvénients, il faut dire que au fur et à mesure on avance, on est de plus en plus tributaire de ces outils. C'est vrai. On est de plus en plus dépendant de ces outils. Lorsque quelqu'un aujourd'hui perd son téléphone ou ça devient compliqué parce que on a beaucoup d'applications, beaucoup de services qui sont concentrés dans ces petits outils et il prend une place assez énorme dans notre société. Donc ça quand même c'est un petit inconvénient qu'on peut trouver d'un point de vue j'ai envie de dire sociétal, ça pose quand même un souci. D'accord. On pourra aussi citer certainement la question de la fraude. Oui. Aujourd'hui, très rapidement, lorsque vous pensez à mettre en place une solution, il y a des gens qui pensent à comment est-ce qu'ils vont contourner cette solution. Hackers, là. Il y a des hackers, il y a des personnes mal intentionnées. Et donc, parfois, il y a de la fraude. Elle peut être interne, au sein même de l'entreprise qui propose ses services, comme elle peut être externe. Donc, ce sont des risques qui sont là et qui sont quelques inconvénients par rapport à ces services. De toute façon, il y a toujours des inconvénients dans tout, hein. Même la meilleure solution au monde a toujours des failles. Mais bon, je pense que les risques sont au fur et à mesure un peu plus minimisés. C'est le travail de chaque entreprise de pouvoir réduire les risques, de pouvoir les minimiser. Et c'est pour ça que dans des entreprises qui se veulent sérieuses, il y a en général un département risque et conformité. Je vois. Ah, d'accord. Ok. La prochaine question dit comment les technologies comme la blockchain et en répondant à la question, j'aimerais bien que vous donniez un peu la définition parce que c'est un terme qu'on entend beaucoup aujourd'hui sur YouTube. Il y a des traders qui nous montrent comment faire ça et tout, mais on a vraiment pas connaissance. Et aussi, l'intelligence artificielle sont utilisées dans le domaine financier. Comment ces technologies-là sont utilisées dans le domaine financier? Alors, je répondrai à votre question en deux pans. Dans un premier temps, on va parler de blockchain. D'accord. Dans un second, on va parler d'intelligence artificielle. La blockchain, c'est un peu comme, on le dit, j'ai oublié l'expression, c'est un peu comme ces choses dont on parle, tout le monde parle, mais personne n'est à mesure finalement de dire... Qu'est-ce que c'est en fait? Je vais continuer dans cette approche pédagogique et je vais donner une image. Pour bien comprendre la blockchain, il faut voir d'où on part et pourquoi est-ce qu'elle est apparue. Aujourd'hui, lorsque j'ai Awa, qui veut faire un transfert d'argent à Bouba. D'accord. Awa est obligé si c'est un transfert bancaire, virement bancaire, de passer par sa banque. Elle ne peut pas faire le virement directement. Il faut qu'elle envoie l'ordre de virement au niveau de sa banque. Sa banque va faire le service de vérification qu'elle a effectivement de l'argent dans son compte. Ensuite, sa banque va
transférer les fonds à Booba. D'accord. Et pour ce travail-là, la banque va prendre une commission. Je vois. Ça, c'est le principe de base. Ok. Une transaction entre deux individus, entre deux personnes, nécessite un tiers de confiance. Ok. Sauf que, au fur et à mesure qu'on avance, le tiers de confiance, il pose quelques soucis. Par exemple, si on pirate, si on réussit à pirater le tiers de confiance, eh bien, on peut avoir accès à l'ensemble des comptes. Ah, ok. Ça, c'est déjà point. Ça dit que à l'intérieur de la banque, si quelqu'un fait quelque chose, si quelqu'un réussit à traficoter les comptes, il peut faire un certain nombre de choses. Ça, c'est le premier problème. Ok. Mais le deuxième souci aussi, c'est le souci des finances. Parce que un transfert de 100 000, 1%, on ne voit pas le poids. Ok. Mais un transfert de 200 milliards, le montant, il devient est important. Et 1%. actuellement au Sénégal, on parle beaucoup de milliards. Oui. Donc, quand il y a des milliards qui se transfèrent et qu'on doit récupérer une commission, ça devient quand même conséquent. Oui, je vois. Troisième point aussi, il y a la question du temps. Si vous faites un virement bancaire le vendredi, ce n'est que le lundi que la transaction va être traitée et peut-être le mardi, ça va être positionné. D'accord. Donc, il y a un problème de temps. Donc, si je Mhm. prends ces trois éléments, la blockchain va venir vous dire, OK, ça c'est le fonctionnement traditionnel. Ok. La blockchain va proposer une alternative en supprimant le tiers de confiance. D'accord. On ne va plus avoir, justement, bon, tiers de confiance, là, pour le cas d'espèce, c'est la banque. Ok. On va plus avoir un tiers de confiance qui va faire le travail de vérifier si la personne a le solde, d'envoyer et tout, et de sécuriser, non. Mais c'est l'ensemble des membres du réseau qui vont eux-mêmes constituer les vérificateurs, les validateurs. Ok. Ça veut dire qu'on n'est plus dans un système qui est centralisé, mais c'est un système qui est décentralisé, dans lequel, comme chacun de nous a décidé de faire partie de ce réseau et n'a pas intérêt à ce qu'on puisse frauder, donc chacun de nous va lui-même être un gardien, un vérificateur. Je vois. Dans le système de blockchain, on a enlevé le tiers de confiance. D'accord. Facilement, je peux faire une transaction directement avec quelqu'un et c'est le réseau lui-même qui va vérifier que j'ai le solde qu'il faut et donc je peux faire la transaction. Okay. Et quand on parle de blockchain, de manière tout à fait imagée, c'est un peu comme si on a un gros registre dans lequel chacun a une copie. Et si je dis que je fais une transaction, eh bien, cette transaction-là doit pouvoir être vérifiée. Une fois qu'elle est vérifiée, elle va être mise à jour sur tous les registres. Pour que je réussisse à frauder, il faut que j'arrive à pirater l'ensemble des registres et il y a des millions d'utilisateurs dans le monde. C'est quasi impossible. Au-delà de ça, il y a d'autres algorithmes mathématiques qui permettent de sécuriser. D'accord. Donc, elle va venir proposer une alternative qui est plus sécurisée, qui est plus rapide et avec des frais moindres. Ah, j'allais demander les frais. Les frais avec des frais moindres. Donc, il y a quand même des frais. Il y a quand même des frais. Comparé à une transaction traditionnelle où un virement peut-être de 50 millions peut vous prendre 500 000, sinon 5 millions, avec la blockchain, en comparaison, vous pouvez être à 5 ou à 10 000. Je vois. Vous voyez que c'est vraiment différent. C'est vraiment différent. Oui, les frais sont vraiment réduits. Je comprends. Maintenant, pour ce qui est de l'intelligence artificielle, globalement, il faut dire que l'intelligence artificielle va être une technologie qui va proposer, qui va apporter à ce qui existe déjà la possibilité d'entraîner l'ordinateur pour qu'il puisse reconnaître les choses. Et parce qu'il les reconnaît, il peut facilement les proposer, les traiter, prédire, anticiper, générer, etc., etc. On va parler d'IA générative parce qu'on lui a tellement appris qu'elle peut générer des choses qui sont cohérentes. Elle peut prédire en fonction de tout ce qu'on lui a déjà appris. D'accord, je vois. En réalité, vous avez déjà répondu même à la question qui suit quand on parle de start-up. Est-ce que la blockchain ça a été une start-up, je pense, au début. Alors, la blockchain n'est pas une start-up, mais c'est une technologie. Ok. Maintenant,
il y a des startups, donc des jeunes entreprises qui vont dire, vu que cette technologie est très intéressante, nous, on va venir proposer des services qui se basent sur cette technologie. Par exemple, aujourd'hui, on parle de trading et autres. Je vais rajouter une autre information à ce que j'ai donné. Dans le réseau blockchain, quand on vient et que justement on participe à ce réseau, lorsque un des nœuds du réseau, un des ordinateurs du réseau réussit à résoudre le problème mathématique qui permet de confirmer que cette transaction elle est bien réelle, en retour, il est rémunéré. D'accord. Cette rémunération, c'est ce qu'on appelle une crypto-monnaie. Vous voyez un peu. C'est ce qu'on appelle une crypto-monnaie. Donc, dans une blockchain, il y a des personnes qui font de la validation. OK. Et celui qui réussit, l'ordinateur, parce que tout le monde se lance à la course pour essayer de valider. Et celui qui valide, qui a réussi à trouver ce qu'il faut pour valider, il est rémunéré. Je vois. Ça, c'est le premier point. Parce que, justement, cette crypto-monnaie, ou bien ce système est sûr, il y a beaucoup de personnes qui vont investir pour essayer d'avoir cette monnaie-là parce qu'elle est carrément, elle est sûre, on va pas avoir de problème d'inflation, etc., etc. D'accord. Et donc, quand on a un produit sur lequel les gens commencent à investir, à acheter, et que ce produit, on le met sur la place du marché, en fonction de ceux qui achètent, sa valeur va augmenter. Et donc, quand on a des fluctuations de valeur, on va aller sur un marché financier. Des traders, c'est simplement c'est des personnes qui vont venir pour voir l'évolution du marché en fonction du contexte. Et quand le prix est au plus bas, ils vont acheter. Et lorsque le prix remonte, ils vendent. Voilà. Parce que si j'achète, par exemple, un bitcoin, je dis n'importe quoi. Si j'achète un bitcoin à 5000 francs. Et un bitcoin, c'est quoi? C'est la monnaie électronique? Oui, c'est la monnaie dans le réseau. Il y a la blockchain bitcoin, il y a la crypto-monnaie, c'est bitcoin. Ça a le même nom. Je vois. Dans ce cas d'espèce. Si j'achète un bitcoin à 5000 francs aujourd'hui, et que dans 5 ans, ça vaut 50 millions, ça veut dire que j'ai acheté à 5000. Quand je vais revendre le même bitcoin, ce sera à 50 millions. Et justement, on a cet ordre de grandeur au niveau des crypto-monnaies. Ça peut rapidement monter, comme ça peut rapidement descendre. Et voilà. Mais il faut se former. Il ne faut jamais, au grand jamais, se laisser aller comme ça sur Internet. Il faut se former parce que malheureusement, il y a eu beaucoup d'arnaques. Quand on parle de crypto-monnaie, les gens ils connaissent pas. On leur vend des rentabilités pharaoniques. Il faut vraiment appuyer dessus parce qu'il y a beaucoup de jeux. Il faut se former. Ne vous lancez pas dans un projet parce que votre ami ou bien même si c'est votre maman ou votre papa, prenez le temps de vous former, de regarder, de vous informer, de vous assurer, de vous rassurer avant de pouvoir le faire. C'est très important. Vous avez écouté notre invité. Il s'y connaît, donc il sait ce qu'il dit. Les jeunes, doucement. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde veut être riche, tout le monde veut avoir de l'argent. Et vu que quand on parle de blockchain, de crypto-monnaie, enfin, ils rêvent directement à la richesse et certains, effectivement, sont tombés et ont perdu souvent beaucoup d'argent. Effectivement. Donc, écoutez le conseil. Nous passons à la prochaine question. Quels sont les défis réglementaires dont la FinTech doit, enfin, comment poser la question? Quels sont les défis, relever pour assurer sa croissance? Les défis sont nombreux. Et vous faites bien de parler de réglementation parce que lorsqu'on parle souvent de technologie, on oublie l'aspect réglementaire. C'est vrai. Et c'est là où le bas blesse. Par exemple, lorsque vous lancez une entreprise, par exemple, je me dis, OK, je vais lancer une entreprise qui va faciliter les paiements, etc. et tout. Lorsque vous êtes petit, vous ne vous embarrassez pas forcément de cela. Parce que c'est pas forcément votre priorité. Vous voulez que votre solution soit utilisée. Oui. Mais au fur et à mesure que vous commencez à grandir, vous avez l'autorité, le régulateur. En tout cas, dans la zone UMOA, vous avez la BCAO qui va vous dire, attention, vous êtes en train de gérer des flux financiers. Oui. Il faut vous conformer. Par exemple, si vous faites des transactions entre A et B, vous avez besoin pour chacun de vos utilisateurs d'avoir ce qu'on appelle un KYC. C'est un gros mot qui veut simplement dire Know Your Customer. Connaître votre client. D'accord. Donc, c'est là-bas, vous allez pour chacun de vos clients.
qui il est, son nom, son prénom, etc. Il est dans quel secteur, qu'est-ce qu'il fait. Ok. Comme ça, on saura que quelqu'un qui est étudiant, Mhm. qui en général dans son compte a 5 000, 10 000, le jour où il fait une transaction de 5 millions, C'est bizarre. voilà. Mais si vous n'avez pas ces informations et que demain, le régulateur vous pose la question et vous ne pouvez pas, vous aurez des problèmes. Oui. Donc, le régulateur va vous poser des questions. Il va Mhm. falloir que vous puissiez vous conformer. D'accord. Demain, lorsque vous allez vouloir travailler avec une banque, Mhm. la banque va vous dire, est-ce que vous avez est-ce que vous avez respecté les normes qu'il faut? Est-ce que vous êtes certifié PCI DSS? Est-ce que vous avez tel agrément? Mhm. Est-ce que? Donc, si vous n'avez pas ça, vous ne pouvez pas aller. Je vois. Troisième point. Lorsqu'une entreprise veut grandir, on a parlé d'une startup, lorsqu'elle Mhm. veut scaler, elle veut grandir, Mhm. on va dire ça comme ça, elle va aller chercher des investisseurs. Oui. Un investisseur va vous dire, bon, au-delà de votre business plan, est-ce que vous êtes aux normes de sécurité, de conformité, vous avez les agréments et autres? Si vous n'avez pas cela, eh bien, vous serez limité. Donc, Effectivement. il est important pour des entreprises qui se lancent dans tout ce qui est fintech, dès le départ, de mettre ça dans leur roadmap, dans Mhm. leur plan d'action. De dire, même si on commence maintenant petit, mais il faut déjà qu'on fasse les démarches dès maintenant pour obtenir tout ce qui est agrément, tout ce qui est réglementation. Parce que le jour où le régulateur tombe, il est capable d'arrêter votre activité. Ok. Oui, on va arrêter l'activité C'est chaud. jusqu'à ce que vous puissiez vous conformer Je et vois. respecter tout ce qu'il y a à faire. Le souci souvent, Mhm. et là si je le peux, c'est un pas que je lance à nos administrations, Mhm. c'est que parfois la technologie va plus vite que la réglementation. Ah, c'est Donc, vrai. la technologie a avancé, mais nous n'avons pas encore réussi à écrire tout ce qui est texte de loi Mhm. par rapport à ça. Et donc, ça fait que parfois, on se retrouve dans des entreprises qui veulent se conformer, Mhm. mais il n'y a pas la loi qu'il faut pour pouvoir Je le vois. faire. Donc, elles vont être plus ou moins dans l'illégalité, même si ce Mhm. n'est pas encore défini. Donc, si nos gouvernements peuvent Actualiser. prendre ça à bras le corps et de Mhm. dire, il faut qu'on anticipe sur les 10 prochaines années, les Effectivement. 30 prochaines années. Et on a des modèles. En Mhm. général, ce qu'on fait ici, c'est des technologies qui ont déjà été éprouvées, Mhm. qui viennent. Donc, il y a des modèles dont on peut s'inspirer dans des pays occidentaux, Mhm. asiatiques, voir ce qu'ils ont fait en termes de législation Mhm. et nous, aller un peu plus vite, de manière à ce que la technologie ne dépasse pas Mhm. la loi, mais que la loi anticipe sur la technologie. D'accord. Waouh. J'espère que le gouvernement nous écoute, les gouvernements africains. Aidez-nous à mettre des bonnes lois. Parce que, comme vous l'avez dit, il y a beaucoup d'entreprises qui sont très loin, qui sont poussées dans l'intelligence artificielle et tout ça, mais il n'y a pas vraiment de loi qui dit quoi faire, qui dit à quel moment on est dans l'abus, à quel moment on est dans le côté normal. Donc, vraiment, on en a besoin. Mais en vous entendant parler, on sent beaucoup de passion. On sent beaucoup de connaissances dans le sujet, le domaine même. Comment vous avez fait pour vous retrouver dans la finance, dans la technologie et tout ça? Ah, ça, c'est une belle question, ça. Mhm. Alors, on va dire que mon parcours, il est plus ou moins atypique parce que à la base, je fais des maths Ok. à l'université. Donc, j'ai un bac scientifique. Je Mhm. m'envole pour le Maroc avec une bourse où je fais une licence en mathématiques et informatique. Ok. En mathématiques. Mhm. Mathématiques. Et je sais que j'aime les maths, mais je veux faire plus que cela. Je veux Ouais. aller aux applications des maths. Et donc, c'est comme ça que je réussis le concours de l'ESMT ici Mhm. et je passe par l'ESMT où je vais faire mon cycle d'ingénieur. Et après cela, je vais faire un certain nombre de parcours. Ok. Je vais commencer par une entreprise qui fait de la RH. Mhm. Ensuite, je vais tomber dans une structure qui fait tout ce qui est, on va dire, mobilité. Mhm. Et ensuite, finalement, je vais tomber dans une structure qui s'appelle FinTech. Voilà, on parle de FinTech et la structure dans laquelle je suis s'appelle FinTech. Mais Ok. c'est un acronyme entre finance, expertise, technologie. Ok, je vois. Et donc, c'est là-bas que je vais être plongé, baigné dans tout ce qui est
domaine de la fintech, Mhm. donc tout ce qui est mobile, tout ce qui est transactions financières, tout ce qui est accompagnement banque, Mhm. etc. Et c'est même au travers de ça que je me retrouve en tant que consultant au niveau de Je la vois. CBAO. Mais je dois dire aussi que mon épouse travaille dans le domaine de la fintech. Elle est Ok. même dans une entreprise qui propose des solutions d'agrégation des moyens de paiement. Ok. En termes beaucoup plus simples, aujourd'hui, vous avez votre site de e-commerce Mhm. et vous voulez accepter des moyens de paiement par voilà les différents Oui, mobile oui. money, moyens de paiement qui sont sur la place. Mhm. Au lieu d'aller les voir chacun, vous allez juste voir cette entreprise. Elle va vous dire, OK, vous allez prendre notre technologie, nos Mhm. API, on appelle ça comme ça, Ok. et comme ça, on vous permettra de recevoir des paiements de tous ces C'est une moyens. réunion en fait de tout. Voilà, ce qu'on appelle un agrégateur Ok, qui je va vois. réunir tous ces moyens de paiement. Oh, c'est intéressant Et donc, ça. parce que je discute beaucoup avec elle, donc Mhm. j'ai aussi assez de connaissances sur le domaine. Donc, globalement, ça va être ça mon parcours, Mhm. assez atypique, de ça et ça. Mais aujourd'hui, je suis pleinement là-dedans. Ok. Je suis en train de travailler au niveau de la banque et je m'y plais beaucoup et c'est quelque chose qui me passionne. On va Ok. dire ça comme ça. Est-ce que ça a été difficile? Il y a rien qui est facile. Parce que j'en suis sûre, il y a des gens, ils veulent se lancer dans ça. Mais comme vous savez, nous, les êtres humains, on a toujours ce côté de peur. Oh, ça doit être dur. Ce sont les finances et la technologie. Est-ce que peut-être votre expérience va réveiller quelqu'un? Est-ce que ça a été difficile? Est-ce que Mhm. c'est difficile? Oui, c'est difficile. Si je vous dis que c'est facile, ce serait pas vrai. Ce serait pas vrai. Ouais. Qu'est-ce qui est difficile? C'est ce qu'on n'aime pas. C'est ce qu'on ne Ça, c'est veut pas vrai. faire qui est difficile. Mhm. Mais ce qu'on veut faire, ce dont on se donne les moyens d'y arriver, Mhm. on arrive à surmonter la difficulté. Mhm. Lorsqu'on Ouais. a la passion, on se retrouve à travailler jusqu'on ne compte pas les heures. Ça, c'est sûr. Mais lorsque on n'a pas la passion, Mhm. lorsqu'on le fait parce qu'on par devoir, on peut facilement sentir le poids de la chose. C'est vrai. Moi, mon conseil, en tout cas aux jeunes qui me regardent, euh, posez-vous la question, qu'est-ce qui vous passionne? C'est vrai. Alors, il y a la passion, il y a la profession et l'idéal, c'est lorsque votre passion devient votre profession. Mhm. Lorsque vous avez ce savant mélange entre passion et profession, vous serez le meilleur. Wow. Bien sûr, on va devoir arrondir les bords parce que ça suffit pas. Il y a le management, il y a C'est le vrai. savoir-être. Mhm. Mais lorsque la passion est votre profession, Oui. vous avez ce qu'il faut pour pouvoir pour vous distinguer. Oui. Je rejoins vos paroles avec moi-même mon exemple. Je suis une étudiante en IAG, informatique appliquée à la gestion des entreprises. Ça, c'est ma formation. Mais après, passion, c'est ce que je fais là. Tout le monde croit que j'ai fait des études de journalisme, alors que c'est pas du tout ça. Juste que, enfin, on va dire, tu as la passion, tu fais quelque chose avec, et puis tu te lances, et puis, comme vous avez dit, arrondir les angles, essayer de combiner les deux choses en trouvant un équilibre, une harmonie. Après, ça donne quelque chose de bien. Donc, si vous hésitez encore, essayez. Si c'est quelque chose qui vous passionne, lancez-vous. Après, vous allez voir après. Mais ne restez pas à dire, oh non, j'ai peur et tout ça. Osez. Osez, c'est la meilleure Si je peux chose. rajouter autre chose, il faut aller vers l'information. Je vous vrai. encourage. Aujourd'hui, on peut rester un week-end sur son téléphone à regarder des films, à voilà les réseaux. Scroller. Comme on peut aller à un événement. Et le Sénégal a énormément d'événements tech, finance qui se font. Allez-y. Allez vers les gens. Allez poser la question. Allez discuter avec des gens. Et vous verrez que les appréhensions que vous aurez vont s'extomper au fur et à mesure. Allez discuter avec des personnes. Posez-leur la question. Pourquoi vous faites ça? Comment vous le faites? Est-ce que, comment? En allant vers les gens, non seulement vous allez lever les équivoques, vous allez apprendre, mais vous allez vous créer des opportunités. C'est très important. Allez vers les gens, allez découvrir. Il n'y a pas que la musique qu'on peut regarder sur les réseaux sociaux. On peut se former, on peut suivre des séminaires, des webinaires, des meets qui se sont passés, qui ont été enregistrés. Allez chercher l'information et vous verrez, ça va vous distinguer par rapport aux autres. J'espère que vous avez compris. On va passer à la dernière question par rapport à la thématique. Quelles sont les tendances émergentes dans le secteur de la fintech aujourd'hui? Alors, les tendances émergentes, aujourd'hui, vraiment, c'est beaucoup plus l'intelligence artificielle. C'est de faire en sorte que l'intelligence artificielle vienne aider
les entreprises ou ceux qui proposent des services financiers pour gagner en temps, pour optimiser leur travail et pour gagner en efficacité. D'accord. Par exemple, aujourd'hui, on a tout ce qui est IA générative, intelligence artificielle générative. L'exemple que tout le monde connaît aujourd'hui, c'est ChatGPT. Vous lui posez une question et il vous répond. Et en général, ses réponses sont bonnes. Oui. Sauf que l'intelligence artificielle générative n'est pas simplement liée à ça. Aujourd'hui, on peut avoir des conseillers clientèle qui ne sont pas vraiment des personnes, mais qui sont une intelligence artificielle qu'on a entraînée et qui vous donneront des conseils qui sont pointus. Aujourd'hui, on peut entraîner une intelligence artificielle pour qu'elle arrive à reconnaître des transactions financières qui sont douteuses ou frauduleuses. Ça fait que ça permettra aux entreprises, de réduire les risques de fraude, les risques divers par rapport à leurs transactions. Aujourd'hui, c'est vraiment ça la tendance, c'est de trouver le moyen d'introduire cela au niveau des services financiers. D'accord. À côté de cela, il y a aussi globalement ce qu'on a appelé des néobanques. Donc c'est ça fera l'objet d'une autre d'une autre émission. Mais globalement, la banque c'est tout un métier. Et pour faire de la banque, il y a énormément de choses à faire avant. Il faut avoir des agréments, etc., etc. Mais c'est une alternative à la banque où on va se départir quand même de quelques-unes des lourdeurs de la réglementation et on va avoir une pseudo-banque où on va aller chercher finalement ces clients-là parce que la banque aujourd'hui, pour avoir un compte bancaire, il y a quand même un certain nombre de choses. C'est vrai. Alors que on peut aller chercher des personnes qui ont besoin des services, mais qui n'ont pas nécessairement toutes les conditions. Je vois. Voilà. À côté de ça, il y a tout ce qui est blockchain aussi. Oui. Où on essaie de proposer des services financiers basés sur de la blockchain. C'est vrai que c'est pas encore ça, mais sur les 15 prochaines années, on y arrive à grands pas. Aujourd'hui, d'ici 15 ans, vous aurez des hologrammes. Vous aurez des hologrammes qui quand vous allez appeler un téléconseiller, vous aurez des hologrammes qui pourront vous parler, qui pourront vous conseiller, qui pourront, vous dire ce qu'il y a à faire, qui pourront vous dire attention à telle transaction. Voilà, il y a tout cela et voilà. Waouh. Nous allons au terme de l'émission. Est-ce que vous voulez saluer quelqu'un en particulier, votre fille, votre femme? Alors moi, je suis honoré d'être là. Je vais faire un coucou à mon épouse et à ma fille dont j'ai parlé au début, dont je suis très fier, je suis très heureux, je suis comblé. Remercier mes parents parce que sans eux, vous ne serez pas là. Sans eux, vous ne serez pas là. Ils sont un soutien. Ils ont été un soutien pendant mes études. Et j'ai ici ma petite sœur et mon petit frère. Je leur fais un coucou aussi. Et je ne manquerai pas de citer Monsieur Esaïe. Esaïe, au travers duquel on s'est connus. Et c'est quelqu'un d'excellent, de formidable. Et je le remercie aussi. Moi, je vous remercie d'avoir accepté l'invitation. C'est moi. C'était un réel plaisir de partager le plateau avec vous. On a fait une très belle émission. Et je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui ont été éduquées aujourd'hui, qui ont été nourries de beaucoup d'informations. Et je vous invite à aller encore chercher, comme monsieur l'a dit, allez-y à la recherche de l'information. Vous ferez toute la différence auprès des autres. C'était une très belle émission aujourd'hui. Alors, les amis, je sais que quand l'émission finit, je sais que vous avez mal de nous laisser. Nous aussi, on a mal de vous laisser. Mais toute bonne chose a une fin. Aujourd'hui, nous étions sur la télé-école. Je rappelle la thématique, nous avons parlé de technologie financière, communément appelée FinTech, et on recevait aujourd'hui monsieur Lionel Patrick Doko, qui est ingénieur développeur, consultant à la CBAO, mais aussi formateur en IT. C'était un plaisir de vous recevoir sur le plateau de Science Tech. On se revoit pour la prochaine fois, pour une autre émission, un autre invité et une autre thématique. Au revoir. Au revoir.